Bonjour à tous, aujourd'hui encore une fois on se retrouve pour mes lectures du mois. J'ai un peu moins lu que le mois dernier, je trouve, même si à la miniature ça se voit pas forcément. Donc j'ai pas mal de choses à dire, du coup commençons très rapidement. Le premier livre que j'ai lu, c'est Thérèse Raquin de Émile Zola. Je vais pas vous présenter l'auteur parce que vous l'avez sûrement déjà croisé, au moins en histoire, en étudiant J'accuse avec l'affaire Dreyfus. Sinon, vous avez probablement aussi lu ce livre en français au lycée, un truc comme ça. Enfin bref, Zola, c'est fort probable que vous connaissiez, donc je vais pas vous faire une présentation de l'auteur énorme. Si jamais j'ai envie de le faire, je vous ferai une vidéo complète sur sa vie, mais bon, pour le moment, c'est pas le moment pour cette vidéo en tout cas. Parlons donc de Thérèse Raquin, le bouquin. C'est le troisième roman de Zola, c'est le seul aussi que j'ai lu, parce que j'attends d'avoir tous les Rougon-Macquart avant de m'y mettre. J'ai réussi à en avoir en occasion 5 sur 20, donc je suis à un quart de mon objectif pour le moment, on verra, voilà. Donc pour l'histoire du bouquin, comme on peut s'en douter, ça parle de Thérèse Raquin, une jeune femme née à Oran en Algérie. Elle est envoyée chez sa tante, Madame Raquin, parce que sa mère meurt quand elle a 2 ans. Donc elle va vivre avec sa tante et son cousin Camille. Camille, c'est un enfant qui est plutôt faible, qui est fragile et qui est chouchouté, pouponné par sa mère, ce qui n'arrange pas particulièrement son état, on va dire. Elle grandit en subissant un peu sa vie et quand elle a 21 ans, elle va se marier avec Camille, ce qui fait grandement plaisir à Madame Raquin. Elle est plutôt indifférente parce que voilà, elle subit sa vie comme depuis le début de sa vie en fait. Camille, lui, il veut travailler dans une grande administration, du coup, ils déménagent tous à Paris. Madame Raquin et Thérèse vont s'occuper d'une mercerie, donc c'est un magasin de trucs de couture en gros. Et Camille va travailler dans l'entreprise des chemins de fer, un truc comme ça. Les Raquin, du coup, organisent tous les jeudis soirs une soirée domino où ils invitent du coup des collègues de Camille notamment. Et un jour, Camille va rencontrer un ancien ami d'enfance qui s'appelle Laurent, qui est un artiste raté, qui du coup travaille au chemin de fer aussi. Et il va le ramener à la soirée domino. Thérèse va être en quelque sorte subjuguée par la présence de cet homme. Et lui, Laurent, il va proposer à Camille de lui tirer le portrait, du coup, vu qu'il sait peindre, en fait, tout simplement. Donc, il va venir assez fréquemment chez les Raquin pour peindre Camille. Et pendant ces séances de peinture, Thérèse va toujours être à côté de Laurent. Elle va être juste fascinée, en fait, par lui. À un moment, Laurent, il se met en tête de faire de Thérèse son amante. Ils finissent par s'embrasser, puis à se voir régulièrement pour consommer leur relation, en secret évidemment. Mais un jour, vu que Laurent il quittait le boulot pour aller voir Thérèse, son patron il lui dit « Mon ref, faudrait peut-être travailler, faudrait peut-être songer à travailler ». Ils sont obligés d'arrêter de se voir et donc ils décident qu'il faut tuer Camille parce que c'est un obstacle à leur relation. Un jour donc, ils se baladent tous les trois dans la nature, etc. Et à un moment, Laurent propose d'aller faire une balade en barque sur la Seine, il me semble, je suis pas sûr de ça. Et quand ils sont au milieu de l'eau, un peu cachés, Laurent pousse Camille de la barque, il se noie et voilà. Voilà. C'est grosso modo à partir de là que le cœur du roman commence vraiment, parce qu'en gros, là, il va y avoir plein de péripéties entre guillemets, très gros guillemets, où ils vont regretter leur acte, regretter ce qu'ils ont fait et tout. Et c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur. Parce qu'en fait, ils sont hantés, rongés par ce qu'ils ont fait. Genre, c'est très difficile à vivre pour eux. Bon, voilà, ils ont tué quelqu'un, voilà. Et même si j'ai beaucoup apprécié le livre, honnêtement, j'ai adoré en fait même le scénario, etc. Après la mort de Camille, en fait, j'ai trouvé que c'était très long, très lent. Bon, c'est un symptôme en fait du naturalisme, donc le fait de décrire tout ce qui se passe dans les moindres détails. Mais en fait, à chaque chapitre, il y avait une description de l'état dans lequel ils étaient. Donc au bout d'un moment, quand ça fait 10 fois que Zola nous décrit avec des détails plus ou moins différents la manière dont ils sont malheureux et dont ils vivent mal leur acte, ah ça y est, à un moment ça m'a saoulé vers la fin, j'étais là, ah c'est bon, tu nous as expliqué qu'ils étaient mal plein de fois, faudrait passer à autre chose. Évidemment, il n'y a pas que ça. Dans les chapitres, il y a aussi d'autres choses qui se passent. Mais il y a une grosse partie des chapitres qui est consacrée à la description de leur état,
qui est plus ou moins toujours le même. À un certain moment, leur état n'évolue plus. Ils sont juste dans le mal tout le temps et c'est tout en fait. Et ils sont anxieux, ils sont énervés, ils s'en veulent l'un à l'autre. Enfin, on a compris au bout d'un moment que ça se met en place, quoi. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a des scènes qui m'ont quand même pas mal donné des hauts le cœur, voire même fait frissonner. Je pense notamment à une scène dans la morgue quand Laurent découvre le cadavre voit le cadavre de Camille pour la première fois, après qu'il se soit fait repêcher. C'est décrit parfaitement du coup et c'est horrible comme image. Alors vraiment je vous invite à lire ça parce que juste pour cette description qui est vraiment atroce. Et après il y avait une autre scène que je trouve horrible pour ceux qui... Je vais pas dire la scène parce que c'est vraiment violent, mais ceux qui ont lu le livre ça va leur réveiller un mauvais souvenir. La scène du chat vers la fin, horrible, horrible, tout bonnement horrible. J'ai lu ça, j'ai fermé le livre, j'ai posé le livre, je suis allé me coucher parce que je pouvais plus là, c'était horrible. Donc bref, je le conseille vraiment parce qu'en vrai, même si c'est plutôt lourd à lire justement à cause des descriptions, ça peut en éloigner pas mal, je pense. Mais pour les gens comme moi, qui aiment bien en fait, quand ils lisent, imaginer vraiment tout le décor, parce que quand je lis en fait, il y a un moment où si je rentre dans le livre, j'oublie le fait que je suis en train de lire et je vois vraiment les personnages évoluer dans un décor, interagir entre eux, etc. Et en fait, la description naturaliste, où il y a du coup énormément de détails sur tout ce qui se passe autour et tout, ça me permet d'avoir vraiment un décor parfaitement construit dans mon imagination et du coup c'est beaucoup plus agréable je trouve. Bon, comme j'ai dit, après il y avait des longueurs sur la description justement vers la fin, ce que je trouvais dommage. Mais en soi, ça m'a permis de rentrer très facilement dans le bouquin. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'était très difficile justement d'entrer dedans. Mais franchement, au bout d'une vingtaine de pages, j'étais grave dedans parce que du coup c'était super bien décrit et j'étais vraiment dans les lieux qui étaient décrits. C'était super. Donc voilà, je vous le conseille honnêtement. C'était une bonne lecture, franchement j'ai kiffé. Ensuite, La Peste. C'est le deuxième livre de Camus que je lis après L'Étranger. Et je sais que je vais en décevoir quelques-uns. Mais j'ai pas kiffé, hein. Donc pour vous donner une idée du pitch du livre, ça se passe à Oran en Algérie et il y a une épidémie de peste qui se déclare. Et donc on va suivre plein de personnages comme le docteur Rieux, Grand qui est un employé de mairie, il y a Rambert qui est journaliste et Panlou, le père Panlou du coup qui est un prêcheur, enfin bref, il y a plein de personnages différents. C'est le pitch principal, hein. C'est vraiment l'évolution de l'épidémie de peste. On voit comment ça se passe, comment ils cherchent des sérums, les morts, comment les gens sont affectés par ça, etc. Et en fait je pense que c'est un livre qui est super intéressant à étudier, mais j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans parce que je l'ai lu comme un roman normal. Et c'est que vers la moitié, je sais pas en fait, pas vers la moitié exactement, je pense vers la page 200 et quelques, que j'ai commencé à me dire, j'arrive pas à m'accrocher dans la lecture. Du coup, je me suis dit que j'allais faire quelques recherches sur le livre sur internet. Et c'est là que j'ai commencé à un peu plus prendre goût. Tout simplement parce que j'ai vu qu'en fait c'était une allégorie de l'occupation allemande entre 41 et 45. Et en fait, avec ça en tête, on remarque un peu plus les détails qui font référence à ça et les parallèles qui peuvent être faits et c'est beaucoup plus intéressant comme lecture. Ça permet d'avoir du coup ça comme point d'attache parce que là pour le coup, il n'y a pas vraiment de personnage principal clairement défini, même si c'est le docteur Rieux qui est le plus représenté pour certaines raisons, j'ai pas réussi à me fixer sur son épaule. Et donc quand je lis un livre, j'aime bien me fixer sur un personnage principal. Par exemple, même s'il y a plusieurs personnages principaux, par exemple dans Game of Thrones, il y a un chapitre dédié à chaque personnage principal. Et du coup, ça permet d'avoir un fil conducteur, on va dire. Là, c'est beaucoup plus compliqué, j'ai trouvé. Genre, je savais pas sur qui me fixer et c'était embêtant. Alors qu'après, dès que j'ai commencé à comprendre un peu le truc de l'allégorie et tout, je me suis dit, il n'y a pas de personnage principal à suivre, du coup je vais suivre ça, essayer de trouver ces trucs-là, ces parallèles à faire. Et en fait ça m'a beaucoup aidé dans la lecture. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai pas trop aimé, mais je pense que si un jour je me chauffe à le relire, en sachant de quoi ça parle et en étant prêt, en l'ayant déjà lu une fois du coup, je pense que je l'apprécierais beaucoup plus. Mais juste là, je m'y suis mal pris en fait, tout simplement pour le lire. J'ai commencé à lire sans savoir de quoi ça parlait, en me disant, c'est juste Camus qui nous parle d'une épidémie de peste. Il va sûrement y avoir des petits trucs intéressants, philosophiques à dire dessus. Mais voilà. Alors que non, c'était pas que ça, genre. Et du coup, vu que je savais pas, vu que je m'attendais à quelque chose, et qu'au final, c'est un peu ça, mais pas que, ça va pas marcher. Ça va pas marcher du tout même.
Livre suivant, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Comme les deux auteurs précédents, je ne vais pas vous présenter Victor Hugo, parce que vous le connaissez au moins de nom, vous l'avez peut-être même étudié au collège ou au lycée, donc je ne vais pas avoir cette prétention-là de présenter Victor Hugo. On va juste parler du coup du dernier jour d'un condamné. Donc comme son nom l'indique, en fait, c'est une sorte de journal d'un condamné à mort qui va écrire pendant les dernières 24 heures de sa vie. Donc on a une rétrospective un peu de ses états d'âme, de sa vie d'avant, etc. Le personnage principal, tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un homme et qu'il a une fille. Mais à part ça, ça peut être n'importe qui. On n'a pas son nom, on ne sait pas quel crime il a commis. On se doute que c'est un peu un homme plus ou moins normal, ni un noble, ni quelqu'un de très très pauvre. C'est quelqu'un de moyen en tout point. Et ça d'ailleurs, après les recherches que j'ai fait, parce que du coup j'ai un peu retenu mes leçons de la peste, hein, j'ai fait des recherches avant de lire le livre. D'après les recherches que j'ai fait, en fait c'est un peu volontaire de la part de Victor Hugo, dans le sens où c'est censé être un plaidoyer du coup anti-peine de mort, qui se veut général et représenter tous les condamnés à mort, et pas juste certains condamnés à mort pour certains crimes. Et donc j'ai trouvé super intéressant parce que on est vraiment avec le personnage et bon, c'est Victor Hugo qui l'écrit, mais quand on lit les états d'âme en fait du condamné, c'est incroyable comme on a vraiment l'impression de lire les états d'âme d'un condamné à mort en fait. Genre c'est ultra vivant et c'est super prenant parce que genre on le voit vraiment dans toutes ses angoisses, dans ses peurs et tout, son espoir d'avoir une grâce royale au dernier moment qui est un peu un espoir étouffé parce que genre, on sent même quand il le dit qu'il est pas certain d'avoir quoi que ce soit. Et du coup, c'est super triste, super touchant en fait. Donc, émotionnellement parlant, en tout cas, c'est un très bon plaidoyer anti-peine de mort, je trouve. Après, justement, il a été critiqué pour ça aussi, parce que c'était juste pour certains, du sensationnalisme et de l'émotion et que ça n'avait aucune valeur argumentative contre la peine de mort. Bon, voilà, rétrospectivement, on peut comprendre leur point de vue. Après, moi j'ai beaucoup aimé personnellement. Du coup. Et bon après, même si j'ai fait quelques recherches sur le livre et du coup que j'ai vu que c'était volontaire, que le personnage, il n'y ait pas beaucoup de descriptions sur sa vie, etc. J'ai eu un peu le seum quand au chapitre 46, je crois, on nous tease, enfin le condamné, entre guillemets, nous tease un récit de sa vie en fait. Et que le chapitre 47, il y a juste écrit « Mon histoire » avec une note de l'éditeur disant qu'ils n'ont pas retrouvé les pages du carnet où il y avait marqué son histoire. J'ai un peu pété le seum, j'avoue. Mais bon, c'était volontaire, I guess, donc voilà. Mais ça m'a foutu un peu le seum, genre juste le truc de teaser, il y a juste écrit mon histoire et rien, c'est ultra triste. Et à la fin de cette édition, il y a une très longue préface qui est du coup la préface de 1832, c'est la préface de la deuxième édition parce qu'il a été édité une première fois je crois en 1829, ça a vérifié, je verrai au montage, je rajouterai. Il a été édité une première fois sans le nom de Victor Hugo et il a été édité une seconde fois avec la fameuse préface de 1832 qui est signée de Victor Hugo. C'est une très longue préface. J'avais pas voulu la lire parce que j'avais la flemme. Mais si jamais je dois préparer une vidéo sur ce bouquin, je la lirai du coup. Si je vous fais une vidéo soit sur la peine de mort, je citerai le bouquin et du coup je lirai la préface de 1832. Et sinon si je vous fais une vidéo fiche de lecture comme j'avais fait pour Race et Histoire, à ce moment-là, je lirai la préface de 1832 pour un peu mieux préparer la vidéo. Mais pour le moment, je ne l'ai pas fait parce que j'avais la flemme et je voulais passer à autre chose. Passons maintenant aux deux derniers bouquins, du coup. Françoise Héritier, Le sel de la vie. Bon, donc Françoise Héritier, c'est une autrice / anthropologue, en fait, que j'étudie en cours, notamment en anthropologie du genre et de la parenté, parce que c'est une anthropologue qui a écrit notamment Masculin-Féminin. Elle a écrit un autre livre, je vous mettrai le nom ici, mais là j'ai plus le titre, qui parle pareil de genre, etc. Et ses écrits en anthropologie que j'ai étudiés du coup en cours, enfin que j'étudie toujours d'ailleurs, sont super intéressants, j'avais adoré son écriture, etc. Et du coup je me suis dit, bah tiens, elle a écrit aussi des livres qui ne sont pas de l'anthropologie. Lis-les donc. Du coup, j'ai acheté Le sel de la vie. Et un autre livre que je vous présenterai dans une autre vidéo sûrement. Et donc, Le sel de la vie, j'ai commencé. Et donc, je commence à lire. Hop, hop, hop. Et là, elle commence à faire une énumération de plein de choses. Et donc, je me dis, waouh, c'est ok, pourquoi pas. Ça commence, c'est un peu de la non-fiction du coup. C'est une énumération de choses. Elle va sûrement en dire des trucs. Non. C'est 80 pages.
80 pages d'une grande phrase qui est juste une énumération de choses qui sont cool, pas cool, qui font le sel de la vie, qui donnent du goût à la vie, tout simplement. Du coup, j'ai arrêté à la 20e page, parce que ça m'a saoulé. Genre, j'admire la démarche, Françoise Héritier dans mon cœur, hein, vraiment. Mais ouais, lire une grande énumération de choses qui lui font aimer la vie, ben, en vrai, ça m'intéressait pas trop. Donc j'ai arrêté pour commencer un autre livre qui est Le Chant d'Achille. Donc au moment où je vous parle, là on est le 3 novembre, j'ai lu une centaine de pages et franchement je kiffe de fou. Donc c'est pour vous faire un pitch rapide parce que je vais pas vous parler à fond du livre vu que je vais vous en parler dans le prochain Mes lectures du mois. C'est l'histoire de Patrocle et Achille. Achille, vous le connaissez sûrement pour l'expression talon d'Achille, enfin bref. Achille, c'est un héros grec, vous le connaissez sûrement. Patrocle, sûrement un peu moins, mais ils ont une relation, j'en dis pas plus, je vous en parlerai dans le prochain épisode, et si vous connaissez de toute manière, voilà, vous savez de quoi je parle. Mais bref, franchement, c'est un super livre, c'est super bien écrit, j'adore, vraiment j'adore l'écriture, c'est super cool, il y a plein de détails sur la mythologie grecque, je trouve ça passionnant, donc vraiment, je kiffe vraiment et je vous en dirai plus le mois prochain. Pour le moment, je suis qu'à la page 113, chapitre 9, voilà. C'est tout les livres que j'ai lus ce mois-ci. Donc pour conclure, parce que cette fois il y a une petite morale, c'est que la prochaine fois que je commence à lire un livre qui est un classique littéraire, S.O. La peste de Albert Camus, je ferai des recherches, que ce soit sur l'auteur et son courant philosophico-littéraire, ou sur tout simplement le propos général du bouquin, parce que un roman c'est facile à appréhender, parce que tous les thèmes sont donnés quasiment dès le début ou dans la 4e de couverture. Mais là, quand c'est un roman philosophique, c'est un peu plus compliqué de savoir à quoi s'attendre. Donc, je ferai ça les prochaines fois. Et aussi, autre morale de l'histoire, se renseigner et feuilleter un livre avant de l'acheter, c'est pas mal. Parce que même si je l'ai acheté pour genre 3 € en occasion, bah franchement, en 3 €, j'aurais pu acheter 2 paquets de pâtes au lieu d'avoir une big énumération de trucs qui m'intéressent pas particulièrement. Donc bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et au mois prochain pour la prochaine vidéo Mes lectures du mois. C'était Gérald Pellegrino. Ciao.